L'histoire se souvient de lui comme d'un conquérant, un général, un empereur couronné d'or sous les voûtes des cathédrales. Mais derrière la fumée des champs de bataille et les portraits impériaux se cachait un homme tourmenté et complexe, solitaire, obsessionnel, romantique, fragile, brillant et animé d'une ambition sans bornes. La vie méconnue de Napoléon Bonaparte n'est pas seulement l'histoire d'un dirigeant qui a bouleversé l'Europe, c'est aussi celle d'un garçon d'une île sauvage qui n'a jamais cessé de chercher sa place. L'étranger de Corse. Napoléon n'est pas né français comme on l'imagine souvent. Il est né en 1769 sur l'île méditerranéenne de Corse, quelques mois seulement après son annexion par la France. Issu d'une famille de petite noblesse italienne, le jeune Napoléon a grandi en parlant corse et italien avant même d'apprendre le français. Lorsqu'il fut envoyé en France métropolitaine pour suivre ses études militaires, on se moqua de son accent, de sa petite taille et de ses manières provinciales. Ses premières humiliations l'ont marqué. À l'école militaire de Brienne, il était solitaire et intense. Tandis que les autres garçons jouaient, Napoléon lisait. Il dévorait les livres d'histoire, de philosophie et de stratégie militaire. Il admirait des figures comme Alexandre le Grand et Jules César. Il n'était pas encore puissant, mais il rêvait déjà de grandeur. Ses lettres d'adolescence révèlent une personnalité sensible, voire mélancolique. Il y évoquait souvent son sentiment d'isolement. Dans sa jeunesse, il défendit avec passion l'indépendance de la Corse et se considéra un temps plus patriote corse que citoyen français. Ce conflit intérieur, ce sentiment de n'appartenir pleinement à aucun lieu, forgea l'homme qu'il allait devenir. L'opportunité révolutionnaire. La Révolution française changea tout. Lorsque la Révolution éclata en 1789, la hiérarchie rigide de la France s'effondra. Pour un jeune officier d'artillerie ambitieux comme Napoléon, le chaos fut synonyme d'opportunité. L'ancien système aristocratique qui bloquait la promotion commença à s'écrouler. Le talent, et notamment le talent militaire, put désormais s'épanouir. Napoléon s'est fait connaître pour la première fois lors du siège de Toulon en 1793, alors qu'il n'avait que 24 ans. Le placement stratégique de son artillerie a contraint les navires britanniques à se retirer. Ce fut une action audacieuse, décisive et efficace. La Révolution avait besoin de héros et Napoléon en a répondu présent. Mais on sait moins à quel point sa position était souvent fragile. Pendant la Terreur, les allégeances politiques pouvaient basculer du jour au lendemain. Napoléon fut brièvement arrêté et menacé d'exécution. Il a survécu non seulement grâce à son génie, mais aussi grâce à son sens du timing, ses alliances et son adaptabilité. Il comprenait le pouvoir bien avant de porter la couronne. Lettres d'amour et obsession. Derrière le personnage public se cachait un homme profondément sensible dans l'intimité. La relation de Napoléon avec Joséphine de Beauharnais révèle un aspect de l'histoire rarement abordé dans les livres. Il rencontra Joséphine en 1795. Plus âgée, raffinée et bien introduite dans la société parisienne, elle le bouleversa. Ses lettres d'amour à Joséphine sont d'une vulnérabilité étonnante. Il y exprime son désir, sa jalousie et son désespoir. « Je me réveille empli de toi », confia-t-il. Pendant les campagnes, il la couvrait de lettres passionnées, parfois plusieurs par jour. Pourtant, malgré son adoration, Joséphine se montrait souvent distante et infidèle. La jalousie de Napoléon était intense. Il oscillait entre dévotion romantique et grande instabilité émotionnelle. Ironie du sort, lorsqu'il accéda au pouvoir suprême en tant qu'empereur, ce ne fut pas l'amour qui définissait son mariage, mais la politique. Joséphine ne pouvait lui donner d'héritier. En 1810, Napoléon divorça pour épouser Marie-Louise, une archiduchesse d'Autriche, afin d'assurer la stabilité dynastique. L'empereur qui se couronna lui-même. En 1804, Napoléon accomplit un acte extraordinaire. Lors de son sacre à la cathédrale Notre-Dame, en présence du pape Pie VII, il prit la couronne des mains du pape et la posa sur sa propre tête. Le message était sans équivoque.
Son autorité émanait de lui-même. Ce moment symbolisait bien plus que l'ego. Il incarnait une ère nouvelle. Napoléon accéda au pouvoir non par droit divin, mais par la révolution et son mérite personnel. Pourtant, en se couronnant empereur, il contredisait les idéaux républicains même qu'il avait portés au pouvoir. En réalité, il était méticuleux et anxieux. Il dormait peu, parfois seulement 4 heures par nuit. Il travaillait avec acharnement, examinant des documents, rédigeant des lois et gérant les moindres détails de l'administration. En 1812, Napoléon régnait sur la majeure partie de l'Europe continentale. Pourtant, l'ambition le poussait toujours plus loin. Son invasion de la Russie demeure l'une des campagnes militaires les plus catastrophiques de l'histoire. S'attendant à une bataille décisive, Napoléon se heurta à la tactique de la terre brûlée et à un hiver rigoureux. Moscou brûla. Les approvisionnements disparurent. Les températures chutèrent brutalement. Des centaines de milliers d'hommes qui marchèrent sur la Russie, seule une fraction revint. On parle moins de la façon dont cet échec le hanta personnellement. Lettres et mémoires suggèrent un changement de ton après 1812. Le stratège sûr de lui était désormais confronté au doute. Son aura d'invincibilité se fissura. L'épisode, connu sous le nom des 100 jours, vit le retour spectaculaire de Napoléon en France. Les soldats envoyés pour l'arrêter se rallièrent à lui. À l'approche de Paris, son soutien grandit considérablement. Ce fut l'un des retours politiques les plus étonnants de l'histoire. La défaite finale. Son retour s'acheva à la bataille de Waterloo contre les forces commandées par le duc de Wellington et Gebhard Leberecht von Blücher. Cette défaite scella son destin. Cette fois, l'exil serait bien plus dur. Napoléon fut envoyé sur l'île isolée de Sainte-Hélène, dans l'Atlantique Sud. Un lieu désert, balayé par les vents, sans issue. Aucun retour triomphal ne l'attendait. En 1821, à 51 ans, Napoléon Bonaparte mourut. Ses dernières paroles, selon la tradition, furent « France, armée, chef de l'armée, Joséphine ». Même après sa mort, ses pensées restaient tournées vers les piliers de sa vie, la nation, l'ambition et l'amour, l'héritage au-delà de la guerre. La vie méconnue de Napoléon ne se résume pas à la conquête, elle est aussi celle d'une transformation. Il réforma l'éducation, il centralisa l'administration, il stabilisa le chaos post-révolutionnaire. Le Code Napoléon instaura l'égalité juridique entre les hommes et les femmes et protégea le droit de propriété. Bien qu'imparfaites et autoritaires, à bien des égards, ces réformes modernisèrent la France. Il inspira à la fois admiration et ressentiment à travers l'Europe. Pour certains, il était un tyran, pour d'autres, un héros de la méritocratie. La vie méconnue de Napoléon révèle que la grandeur est rarement simple. Elle se forge dans la contradiction, force et vulnérabilité, génie et aveuglement, dévouement et destruction. Il a remodelé l'Europe, mais il s'est aussi constamment réinventé lui-même, s'adaptant pour survivre aux tempêtes politiques. Sa vie nous rappelle que les géants de l'histoire furent jadis des enfants incertains, le regard tourné vers l'horizon. Et c'est peut-être pour cela que son histoire nous fascine encore, car derrière chaque monument se cache un être humain, imparfait, fragile, farouchement déterminé. Napoléon Bonaparte n'était pas seulement un conquérant de nations, il fut un conquérant des circonstances. Et dans sa quête d'immortalité, il l'atteignit. Si vous avez apprécié, pour découvrir la face cachée de l'histoire, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de laisser un commentaire ci-dessous avec le prochain personnage historique que vous aimeriez explorer.